Ouais, pour moi, c'est un grand plaisir, et puis c'est aussi un honneur de vous présenter Pierre Lemarquis, qui est neurologue, neuropsychologue, attaché d'enseignement. Il donne de nombreux cours en éthologie, dans un master d'éthologie. Pour ceux qui ne connaissent pas l'éthologie, c'est, disons, le comportement animal, étude des comportements, des raisonnements animaux, avec évidemment des conséquences pour nous, pour les êtres humains. Et donc Pierre Lemarquis est aussi auteur de nombreux ouvrages dans lesquels il décrit, il étudie la relation entre le cerveau et l'art. Comment est-ce que notre cerveau perçoit les œuvres d'art? Et ce sera aujourd'hui le thème de sa conférence. Donc je suis très content de donner la parole au professeur Lemarquis. Merci à vous. Mille merci à toutes et à tous, mille merci pour l'organisation, pour la semaine du cerveau, mille merci à la mairie pour cette magnifique salle. La vie renaît un peu aujourd'hui, on aura presque les larmes aux yeux, merci à vous tous d'être là. Alors je vais faire une conférence que j'ai déjà fait par le passé pour un peu me rôder au retour à la vie habituelle. Alors bon, je vous ai mis des belles images derrière, qu'est-ce que la beauté, mais puisqu'on a la chance d'être aussi en présentiel, je vais pouvoir vous faire travailler. Donc, je vais vous poser des petites questions. Bon, j'ai pris quelque chose pour nettoyer le micro. Alors, je vais vous poser une petite question. On va faire un petit sondage. La question est la suivante. Quand, pour la dernière fois, vous avez eu l'impression d'être face à quelque chose de beau? Quand vous avez été face à la beauté? Vous avez droit à un joker, hein, si vous voulez pas répondre, parce que des fois, ça peut être un peu gênant. Bon, je crois que Monsieur le maire était d'accord pour répondre le premier. Pas nécessairement le premier, mais vous m'avez posé la question tout à l'heure. J'ai un peu réfléchi, mais vite. Et moi, je garde en mémoire, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, le spectacle d'un couple de cygnes avec ses 9 petits à l'embouchure du Loup. L'embouchure du Loup, c'était toujours un paysage très, très beau. Et il y avait là une vie. Et une vie de couple, ces deux, la maman qui s'occupait de ses bébés pour les nourrir, et puis le mâle qui était là pour protéger sa couvée. Et j'ai eu ce moment dans toute l'activité de la journée, eh bien, 10 minutes qui m'ont fait beaucoup de bien. Merci à vous. Alors peut-être une voix féminine? Alors c'est comme ça à chaud, mais je dirais que finalement, tout à l'heure, en venant jusqu'ici depuis Antibes et en voyant juste la mer au loin, voilà, en étant sur l'autoroute et la mer, le soleil, c'était voilà. Merci à vous, Monsieur Noël. On a la chance d'habiter sur la Côte d'Azur, qui est quand même une région d'une beauté extraordinaire. Donc entre la mer, la montagne, c'est quelque chose de remarquable, de magnifique. Bon, superbe. Alors vous êtes beaucoup dans les paysages. On ne va pas prolonger parce que je ne peux pas trop passer le micro. Il faut que je le nettoie à chaque fois. Bon, est-ce que quelqu'un veut donner son idée? Quand est-ce que pour la première fois il était face à quelque chose de beau? Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut nous dire quelque chose? Bon, je vais vous donner les résultats, parce que cette enquête a été faite par la revue Beaux-Arts, donc qui a interrogé 800 personnes, hein, de tout venant, pour l'Institut Louis Harry, savoir la question que je viens de vous poser. Alors, quelles ont été les réponses? Alors, en premier, pour les hommes de moins de 50 ans, qui ont accepté de répondre, c'était plutôt la carte du temps. Vous voyez, donc c'était complètement anonyme, donc ça a été ça. Mais voilà, par exemple, Jeff Koons. Vous voyez, Jeff Koons, qui avait fait une exposition. Là, actuellement, il est à Marseille, au Mucem, mais il avait fait une exposition à Londres qui s'appelait Made in Heaven, et c'était quand même à la Tate Gallery. Et pour entrer dans cette exposition, vous deviez montrer votre carte d'identité. Moi-même, j'ai dû montrer ma carte d'identité pour prouver que j'avais plus de 18 ans. Ça m'a fait plaisir. Donc, c'était des photos, vous voyez, où il était avec, à l'époque, il était marié avec la Cicciolina. Donc, il avait fait quelque... Alors, ça commençait de manière très... C'était un peu du fragonard. Et puis, à la fin, c'était quand même plus explicite, vous voyez. Donc, voilà, Jeff Koons, qui a l'air très heureux. Mais je ne suis pas sûr que la Cicciolina ait l'air aussi heureuse que ça, vous voyez. Donc,
Alors, en effet, quand on interroge la plus grande partie de la population va nous dire c'est la marche dans la nature, c'est les beautés de la nature qui viennent en premier, quoi. Et chez les hommes de plus de 50 ans aussi. Donc la marche dans la nature, la beauté de la nature qui va nous séduire. Après, qu'est-ce qui arrive? Après, la musique. Vous voyez, tout à l'heure, on va avoir de la musique qui arrive tout de suite après. Vous voyez, la musique, ça arrive tout de suite après les beautés de la nature. Et puis après, on va avoir petite différence homme-femme. Pour les hommes, c'est le cinéma. Pour les femmes, la littérature. Petite différence. Donc le cinéma qui arrive à 20%, la littérature 18%, mais l'inverse pour les femmes. Après, on arrive, alors, un objet utile et beau. Alors, vous savez, ma conférence, la première fois que je l'ai fait, c'était il y a très longtemps. Un objet utile et beau. Voilà, donc j'ai des amis bijoutiers qui m'ont dit que ce n'était pas une Rolex. Voilà. Et puis après, le spectacle, il arrive seulement à 11%. 11%. Et puis, curieusement, le musée, ça n'arrive qu'à 10%. Vous interrogez des gens dans la rue, quand pour la première fois vous avez vu quelque chose de beau, il n'y en a qu'un sur 10 qui va vous dire que c'est en allant au musée. Et puis, l'enquête se poursuivait avec des œuvres d'art qui se sont envolées aux enchères chez Christie's. Donc, on leur demandait, est-ce que vous trouvez que si cet objet est beau, enfin de les classer. Donc, ce qui arrivait en tête, c'était la porcelaine chinoise. Vous voyez, 89% des gens disaient la porcelaine chinoise, c'est beau. Mais après, on avait, vous voyez, donc là on a Rubens, période Caravage, donc Rubens, le massacre des innocents. Donc là, il y a un petit, les gens vont dire c'est beau, mais après quand je leur dis est-ce que vous aimez, il y en a beaucoup qui disaient non, notamment les femmes, ça leur plaisait pas de voir des bébés massacrés, donc elles trouvaient que c'était beau, mais elles en voudraient pas à la maison, quoi. Donc il y a une différence entre ce qu'on trouve beau et ce qu'on aime. Vous voyez, on peut trouver quelque chose est beau parce que bon, c'est bien fait, c'est une belle toile, mais on voudrait pas nécessairement ça dans son salon. Vous voyez, 86% qui trouvent beau et 38% qui aiment. Vous voyez, une grosse différence. Après, on arrive à Van Gogh, là tout le monde est à peu près d'accord, donc 84% qui trouvent beau, 58% qui aiment. Vous voyez, c'est le portrait du docteur Gachet, donc c'était le médecin qui s'occupait de Van Gogh, qui avait fait sa thèse à Montpellier sur la mélancolie. Vous voyez, Van Gogh le met dans la position de la mélancolia de Dürer, il tient sa tête. Alors, ce tableau, quand même, qu'on adore, tout le monde le trouve bien, vous savez que pendant les nazis, ils trouvaient que c'était de l'art dégénéré. Donc, il a été supprimé pendant la guerre, il a été retrouvé après, il avait fait scandale à ce moment-là. Comme la petite danseuse de Degas. Aujourd'hui, elle nous plaît bien. À l'époque, c'était la révolution. On était habitué aux sculptures du marbre blanc. Donc, petite fille comme ça, avec des vrais cheveux, des vrais habits. Et elle n'avait pas été acceptée. Vous voyez, donc les choses évoluent avec le temps. Après, l'art premier, un masque Fang. Vous voyez, masque Fang, 58% m'ont trouvé que c'est beau et 30% qui aiment. Alors, ces masques Fang, c'est pareil. C'était des masques qui appartenaient à une société secrète. Vous voyez, si vous mettez ce masque, on n'entend plus votre voix. C'était une société un peu d'inquisiteurs qui réglaient les comptes. Enfin, ils faisaient des procès à des gens, etc. Donc, ces masques ont été brûlés par les colons. C'est pour ça qu'ils valent si cher et qu'ils sont si difficiles à trouver. Et après, on arrive donc au premier, on va dire, artiste contemporain dans la lutte, c'était Jeff Koons. Donc Jeff Koons, son Flower Ballon, qui était exposé à Versailles, 57% vont aimer et 31% vont trouver beau. Après ça, on arrive à Picasso. Vous vous rendez compte, Picasso, avec toutes les expositions qu'il peut y avoir, on est habitué à Picasso maintenant, mais que 44% des gens dans cette enquête qui vont trouver que c'est beau, vous voyez. Et encore moins qui vont aimer, 17%, vous voyez, pourtant. Et puis on va encore plus loin dans d'autres presque contemporains. Lucian Freud, donc le petit-fils de Freud, quand il y a une exposition, une rétrospective Lucian Freud, il y a des queues de 2 heures pour aller voir quelques tableaux, mais il n'y a que 30% des gens qui vont trouver que c'est beau, vous voyez, c'est pas. Et 8% qui vont aimer. Francis Bacon, 29% qui vont trouver que c'est beau. Et puis si on continue, Damien Hirst, donc avec son crâne en diamant, vous voyez, il n'y a que 27% des gens qui vont trouver que c'est beau. Pourtant, Dieu sait si on en parle. Et puis Rothko qu'on aime tant, seulement 25% des gens tout venant vont trouver que c'est beau. Vous voyez, donc c'est un peu surprenant. Et Andras Gursky, c'est ce photographe qui fait toujours des photos avec énormément de personnages. Vous voyez, la bourse de New York. Son tableau dans un supermarché, il n'y en a que 13% qui vont trouver que cette photo est belle, vous voyez. Donc on voit tout de suite qu'il y a une différence entre ce qu'on trouve beau et puis c'est beau mais ça me plaît pas, vous voyez, avec des petites différences suivant ce qui va être
ce qui va être proposé. Et puis, l'âge est aussi un peu clivant. Vous voyez, la porcelaine de Chine, après 50 ans, c'est 96% des gens qui vont la trouver belle. Vous voyez, on augmente un petit peu. Le Van Gogh, le Degas, c'est à peu près stable. Le Kunz, il perd des points. Au-dessus de 50 ans, il n'y a plus que 24% des gens qui vont l'aimer, enfin le trouver beau, au lieu de 37%. Picasso, c'est stable. Les gens qui n'aiment pas Damien Hirst, c'est 53% avant 50 ans, 69% après 50 ans. Le Rothko, 74% des plus de 50 ans qui ne vont pas aimer. Vous voyez, donc il y a des facteurs qui interviennent. Alors, c'est difficile finalement, difficile de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est beau ou ça me plaît. Vous voyez que les œuvres les plus récentes sont les moins bien comprises, et qu'il y a un rejet de l'abstraction, un rejet des formes nouvelles. Il nous faut du temps pour nous habituer à quelque chose. Et puis, il y a certainement de la beauté qui est surestimée. Quand un tableau part à 60 millions de dollars chez Christie's, bon, après, on va s'y intéresser, quoi. Il y a l'effet du marteau du commissaire-priseur. Ça peut être un symbole de richesse. Il y a du snobisme, il y a un côté culturel. Et puis, à côté, il y a certainement des beautés sous-estimées. Il peut y avoir un obstacle culturel. On ne connaît pas, ça ne représente rien pour moi, ou ce n'est pas conforme avec un nom culturel. Alors, comment savoir ce qui est beau, ce qui n'est pas beau? Alors, il y a un philosophe qui voulait que la philosophie soit mathématique, Husserl, donc il parle de l'époqué. Alors, l'époqué, c'est j'arrête de penser et je regarde, j'arrête le flux de mes pensées, j'essaie de voir si ça me plaît ou ça me plaît pas. Vous voyez, un peu presque comme un enfant, quoi. J'arrête toutes mes pensées, c'est donc une attitude sans présupposition. J'interromps le flux de mes pensées quotidiennes, j'essaie de dépister en chacune d'elles un préjugé qui s'ignore. En gros, c'est si je pense, je ne suis pas, quoi. C'est l'inverse. Je pense, donc je ne suis pas, donc je ne pense pas, donc je suis. Alors, c'est très compliqué. Alors, j'avais envie de savoir un peu, de chercher un peu la vérité. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau? On se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller interroger des mystiques, des méditants, mais ils ont autre chose à faire. Et puis, en tant que neurologue, j'avais une patientèle qui ne demandait que ça, des patients Alzheimer. On se dit patients Alzheimer, puisque l'Alzheimer, c'est un petit peu, vous voyez, ça efface la mémoire en partant d'ici. C'est un aspirateur à mémoire qui part du temps présent pour aller vers le passé. Donc, les patients Alzheimer, ils seront moins influencés par le snobisme. Enfin, ils vont me dire des choses réelles, vraiment ce qu'ils aiment, quoi. Donc, refaire l'enquête avec les Alzheimer, voir s'il y a une différence, s'ils vont pas nous montrer des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Vous voyez, c'est l'expérience. Alors, c'était Ignace de Loyola qui parlait de l'expérience éprouvante mais féconde de la présence d'un malade, du service que les malades rendent aux gens en bonne santé. Sans qu'elle en soit consciente, la personne gravement malade peut révéler des choses qui la dépassent. Donc, montrer des œuvres d'art à des patients Alzheimer peut nous apprendre plein de choses. Et puis, en plus, ils sont très contents. Vous savez que maintenant, ça se fait beaucoup. Donc, amener les patients Alzheimer au musée, en condition que ce ne soit pas trop violent, trop dérangeant, ils sont très heureux. Ils sont très heureux de redonner leur avis sur des toiles. Ils sont quelqu'un, ils peuvent s'exprimer. Donc, j'ai repris un petit peu la fondation Ilgos à Chicago. Madame Ilgos, c'était une peintre qui avait travaillé un peu pour la marine américaine, et puis après elle a fait un Alzheimer, elle était à Chicago. Il y a des étudiants de Chicago, de l'école des Beaux-Arts, qui sont allés la trouver, lui ont donné des peintures. Au début, elle mangeait les peintures, elle dessinait avec les mains, et puis elle s'est mise à redessiner, puis elle a eu cette phrase extraordinaire: je me souviens mieux quand je peins. Voilà. Donc, on a parlé de la Fondation Ilgos, et puis maintenant, c'est devenu quelque chose qui s'est répandu de partout. Donc, j'ai pris une petite cohorte de patients Alzheimer. Vous voyez, un peu plus de femmes que d'hommes, un âge moyen de 76 ans. Le mini-mental test, c'est un petit test qui se fait dans le monde entier, qui est noté sur 30. Donc, jusqu'à 26, ça va. 17, vous êtes un peu atteint. À 3, vous êtes beaucoup atteint. Donc, je vais reproposer 8 parmi ces œuvres d'art que je vous ai montrées. C'était assez simple, hein. Ils en choisissaient 2 qu'ils enlevaient, 2 qui gardaient, ils refaisaient pareil que les 4 qui restaient. Donc ils étaient très heureux d'avoir un choix à faire. Et puis, comme on a vu dans le questionnaire initial qu'il y a la nature, il y a tout un tas d'autres choses qui comptent, je leur ai présenté 6 autres images en plus des œuvres d'art. Donc il y avait le port de Sanary, un petit peu de la montagne, le petit chat, le petit chien du calendrier des PTT, et puis pourquoi pas la beauté humaine, quoi. Un acteur, une actrice très connue du train de leur splendeur. Alors qui a gagné, à votre avis? Qui a gagné le concours? Qui a été choisi quasiment systématiquement par les patients Alzheimer? Eh bien, c'est Jeff Koons. Ils m'ont tous pris Jeff Koons le Flower Balloon, tout ce qui était... Je ne savais pas comment l'interpréter, quoi. Est-ce qu'aimer Jeff Koons est un signe de maladie d'Alzheimer, ou est-ce qu'aimer Jeff Koons protège de la maladie d'Alzheimer? En tout cas, il y avait quelque chose avec Jeff Koons.
Alors, voilà, vous voyez, donc voilà mon échelle. Donc, en bas, vous avez ce test sur 30 points. Donc, si vous avez 30, vous êtes Einstein. Si vous avez 0, ben, vous êtes Simplet. Et puis, le classement en ordonnée, la place dans le classement. Donc, vous êtes de premier à cinquième. Vous voyez que chez Jeff Koons, il y a vraiment, plus on est atteint, plus il gagne des points, plus il prend la première place. Après, Rothko, une petite modification intéressante. Il passe de la 6e à la 4e place. C'était suffisamment intéressant. Après, quelles sont les deux œuvres qui sont systématiquement enlevées? C'est le masque africain et le Damien Hirst, parce que ça représente la mort. C'est une tête de mort. Donc, les patients, ils les enlèvent tout de suite, quoi. C'est en général, quoi. C'est pas. Après, Picasso, pas tellement de modifications, ni Van Gogh. Rubens, il perd un peu des points, mais il y avait plus de femmes que d'hommes. Et puis, alors, pour se débarrasser de la porcelaine chinoise, il faut vraiment être très atteint. Vous voyez, elle tient longtemps, la porcelaine chinoise. Et puis après, dans les 6 autres images, bon, c'est le port de Sanary qui a gagné. Mais bon, l'enquête a été faite à Toulon, donc il y a peut-être un petit biais, vous voyez. Et puis, le petit chat, pas trop, mais le chien a gagné des points. Il est passé de la 4e à la 2e place. Pourquoi? Parce que le chien, c'est peut-être l'animal le plus empathique. Donc, quand vous commencez un petit peu à perdre la tête, le chien, il peut compenser, il peut vous aider, il est très proche. Le chat, il va s'en moquer un peu. Enfin, il va moins vous aider. Le chien peut être un soutien, ça se sentait. La beauté féminine perd quand même beaucoup de points, la beauté masculine, alors vraiment dans les choux, vous voyez. Donc, j'en avais déduit que c'est une histoire qui arrivera jamais, mais si imaginez une milliardaire, un peu, comment dire, un peu très riche, donc qui soit un peu vulnérable. Voilà, le mot c'était vulnérable, soit un peu vulnérable. Donc, si vous comptez mettre la main sur sa fortune, ben, faut pas compter sur votre beauté physique. Voilà. Alors, Jeff Koons, et qu'est-ce qui nous... Voilà un petit peu son œuvre, quoi. Donc, c'était la question. Mais Jeff Koons protège-t-il? Est-il un signe de maladie d'Alzheimer? Voilà Jeff Koons, le gendre idéal. Vous voyez, donc, il est né aux États-Unis, dans la ville de York. Je crois que c'est une ville d'environ 40 000 habitants. Son papa tenait un magasin de décoration intérieure. Et il encourageait son fils à faire des petites choses pour le magasin. Donc, tout petit, il est habitué à faire des œuvres d'art qui seront vendues dans le magasin de son père. Et puis après, vous voyez, c'est très américain. Il va nous faire... là, c'est de l'or fin. Hein, il utilise des matériaux nobles. Michael Jackson, il va nous faire la Panthère rose. Ça va devenir l'artiste le plus aimé de Bernard Madoff, qui nous a quittés récemment. Voilà, et puis son Flower Balloon. Alors, Jeff Koons, au départ, il travaillait au moment au Musée d'Art moderne de New York, mais pour obtenir des fonds. Il était tellement fort pour obtenir des fonds qu'après, on lui a posé d'être trader. Donc, il était en bourse à Wall Street à un moment où la bourse prenait... C'est juste avant qu'elle éclate, quoi. Donc, il avait gagné énormément d'argent. C'est comme ça qu'il a pu... Il a 50 ouvriers qui l'aident à faire sa sculpture, qui est complètement polie, qui est magnifique. Alors, pourquoi il choisissait cette sculpture Alors, on peut se poser des questions, regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans ce qu'on appelle la neuroesthétique, quoi, la façon, le peu de choses qu'on sait sur la façon dont notre cerveau appréhende les œuvres d'art. Alors, qu'est-ce qui a pu décider les patients à choisir cette image? Vous voyez, tout de suite, bon, il y a des expériences qui ont été faites par Tinbergen, qui a eu un prix Nobel d'éthologie, qui ont été refaites 100 fois par Boris Cyrulnik à Porquerolles avec les goélands. C'est le petit goéland. Quand sa maman vient lui donner à manger, elle a une petite tache rouge sur le bec. Vous voyez, donc quand il voit la petite tache rouge, il sait qu'il va manger, ça le rend heureux. Bon, si on lui met un leurre, vous voyez, simplement une tache rouge sur un carton, ben, il va aller, plus la tache rouge est grosse, plus il va être attiré par cette image. Cette petite tache rouge va l'attirer et il va se tourner vers elle. Peut-être qu'on en a gardé des traces, je ne sais pas, on est aussi intéressé par les taches rouges. Alors voilà ce qu'a fait Tinbergen, il prend des œufs, vous voyez, alors les œufs du goéland, et puis il met des œufs plus gros, vous voyez, des œufs cubiques, des œufs de toutes sortes, et il s'aperçoit que la maman goéland, elle va couver le plus gros qui ressemble au sien. Vous voyez, donc le sien, c'est celui-là. Elle va couver celui-là, mais elle ne tient pas dessus, quoi. Elle tombe sur cet œuf qui est un leurre, mais c'est celui-là qu'elle va choisir. On a une attirance vers ce qui grossit, ce qu'on aime bien. Vous voyez, donc le flower balloon, c'est vraiment quelque chose d'énorme avec sa forme un peu de ballon. Ramachandran, c'est un neurologue américain
Enfin, au départ, il est hindou, c'est un surdoué, c'est le plus grand neurologue aux États-Unis, c'est celui qui a fait le traité de neurologie. Tous les neurologues américains connaissent son traité, ils appellent ça le RAMA, pour Ramachandran. Lui, il sort cette loi de neuroesthétique du changement maximum. C'est ce qu'on trouve dans les caricatures. Vous voyez, vous prenez un point précis sur un visage qui distingue un visage d'un autre, vous le grossissez, vous obtenez une caricature qui vous permet immédiatement de retrouver qui a fait, de qui il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur cette image? Bon, c'est vrai que ça a une forme de ballon, mais c'est un petit peu le sein maternel. Darwin, il disait que le sein maternel, c'était la première œuvre d'art à laquelle on était confronté. C'est à la fois érotique, esthétique, gastronomique, vous voyez, donc peut-être un petit souvenir. Et puis il y a sa couleur jaune, le jaune que cherchait Van Gogh, qui voulait nous offrir. Il voulait nous offrir le soleil. Il nous dit un soleil, une lumière que faute de mieux, je ne peux appeler que jaune. Jaune souffre pâle, citron pâle. Or, c'est vrai que dans toutes les cultures, d'une façon ou d'une autre, on est amoureux du soleil, on adore le soleil. Voilà, vous savez, Klein, donc on connaît bien son bleu Klein, mais vous savez qu'il y avait 3 couleurs pour lui de l'absolu. Il y avait le jaune doré, le rose et le bleu. C'est les couleurs qu'on trouve dans une flamme, quoi. C'était donc son jaune doré était très important. Il y a des tests qui ont été faits donc avec des patients qui ont perdu la parole et vous leur présentez des couleurs en leur demandant de désigner la couleur qui correspond à leur état d'esprit, à leur humeur, quoi. Alors évidemment, s'ils sont contents, qu'ils se sentent en pleine forme, en général, ils choisissent le jaune. Vous voyez, c'est pas bon, s'ils sont tristes, déprimés, ils vont sortir le gris. Et puis, une autre loi de neuroesthétique, on aime bien ce qui est simple. Il ne faut pas que ce soit trop compliqué, il faut que notre cerveau puisse imaginer d'autres choses. Les hommes préhistoriques l'avaient compris, vous voyez, ils tracent le contour d'un animal, ils ne vont pas aller trop dans les détails, c'est agréable à regarder, on peut imaginer plein de choses. Picasso, quand il trace sa colombe, ça lui prend 5 minutes, mais il dit, j'ai mis toute ma vie pour arriver à dessiner comme un enfant. Vous voyez, on voit l'évolution de son taureau, donc il arrive à l'essentiel, et c'est quelque chose qui nous plaît. Alors, c'est très difficile, personne n'a réussi à définir ce que c'était la beauté. Et il y a William Hogarth, qui est un peu l'Honoré Daumier anglais, il a fait ça, il a fait l'analyse de la beauté, puis il arrive à cette conclusion, il dit vraiment ce qu'on retrouve dans toutes les cultures, c'est cette ligne serpentine, vous voyez, cette courbe qui peut être féminine, vous voyez, c'est cette courbe qu'on retrouve partout dans l'histoire de l'art, on la trouve chez Michel-Ange, on la trouve partout. Alors, est-ce qu'on la retrouve ? Oui, on peut la voir chez Koons, on peut la voir. Et puis peut-être une dernière chose qui a pu plaire aux patients, c'est que toutes les œuvres de Koons sont souvent des miroirs, on se voit dedans. Alors on sait qu'on met 2 secondes pour rejeter une œuvre d'art et 4 secondes pour s'y intéresser. Et si on s'y intéresse, c'est que consciemment ou consciemment, elle nous rappelle des bonnes choses, elle nous rappelle des bons souvenirs. Vous voyez, c'est pas donc elle nous rappelle quelque chose qu'on connaît. Donc si on se voit en quelque sorte dans une œuvre d'art, on va l'apprécier. Après, une fois qu'on interagit avec, elle nous ouvre des horizons, elle nous fait voir d'autres choses. Mais le premier contact, c'est parce qu'elle nous rappelle quelque chose de plaisant. Alors, il faut rendre hommage à Jeff Koons parce qu'il avait offert cette œuvre donc à Claude Pompidou. Après, c'est Bernadette Chirac qui en avait en quelque sorte hérité, puis ça a été vendu aux enchères. Oui, donc c'est cette molaire éléphant. L'éléphant est réputé pour sa mémoire, donc qui a été vendu aux enchères et qui a servi en partie à financer une maison pour Alzheimer qui est à Nice. Oui, donc la boucle est bouclée. Les Alzheimer ont bien aimé Koons, qui a été gentil, et par son œuvre, il a participé à une donation pour construire une maison pour Alzheimer. Alors ces miroirs qu'on a vus, c'est une des plus grande découverte des neurosciences du siècle dernier, quoi, par Giacomo Risolati, donc, qui est à son laboratoire de recherche à Parme, qui nous a montré que notre cerveau, il imitait. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose, notre cerveau fait la même chose. C'est comme ça qu'on apprend à parler, qu'on apprend à jouer de la musique, qu'on apprend plein de choses. Sans tenir compte, sans savoir que les neurones miroirs existaient, il y a un psychologue qui s'appelle Melzoff qui avait montré que dès la naissance, on imite. Vous voyez, il tire la langue à un bébé. Essayez, si vous avez un bébé à la maison tout à l'heure, vous lui tirez la langue, il va vous tirer la langue, quoi. Il vous rend, il imite. Bon, après, il va imiter vos mouvements du visage, il va se mettre à parler tout doucement. Alors, ces neurones miroirs nous permettent donc par exemple, vous voulez apprendre le tango, vous voyez quelqu'un qui danse du tango, votre cerveau va agir comme si vous étiez en train de danser du tango, et puis vous allez être meilleur. Bon, plus vous connaissez une chose, plus c'est facile
de l'apprendre de cette façon-là. Rizzolatti a toujours été extrêmement prudent, hein, parce qu'on a fait beaucoup de choses avec les neurones miroirs. Il a toujours dit qu'il n'y avait rien de magique dans les neurones miroirs, puisque c'est une photocopie, donc il ne faut pas aller en chercher non plus trop d'autres choses. Mais par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils sont reliés par une petite zone du cerveau, un cerveau dans le cerveau, et qu'on appelle l'insula. Quand vous écartez un petit peu le cerveau par ici, vous trouvez une petite zone, l'insula, qui est une zone de communication entre notre cerveau, disons, intellectuel et notre cerveau des émotions. Donc vous allez pouvoir imiter ce que font les autres, mais en même temps, vous allez pouvoir ressentir ce qu'ils ressentent, vous voyez. Alors, notre cerveau, de manière très simple, il est double. Vous voyez, donc l'art caresse et sculpte notre cerveau. Elle le sculpte en nous faisant voir d'autres choses, en faisant de nouvelles connexions, puis elle le caresse en agissant sur le système du plaisir et de la récompense. Donc vous avez ce cerveau du plaisir et de la récompense qui est dédié à Dionysos, qui nous permet d'avoir envie de rester en vie, et puis ce cerveau, disons, intellectuel, évolué, qui nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie, qui est dédié à Apollon. Alors d'un côté, il nous dit ce qu'il faut faire pour rester en vie, et de l'autre, il nous dit ce qu'il faut faire pour avoir envie de rester en vie. Et vous voyez que ce n'est pas toujours la même chose. On prend souvent l'image d'un cavalier sur un cheval. Le cavalier, il va aller du point A au point B. Le cheval, il a envie de s'amuser, quoi. Puis il a vite fait de désarçonner le cavalier. Et vous voyez ce qui s'est passé dans ces 18 derniers mois. Bon, on a tout fait pour nous maintenir en vie. Donc, Apollon, il était tranquille, mais Dionysos, il ne s'amusait pas beaucoup. Et c'est pour ça que ça a pu donner tant de dépression, tant d'idées suicidaires, des choses comme ça. Et qu'une partie de nos cerveaux qui était maintenue en vie, mais à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Alors, ce système donc, lié à l'insula, qui relie Apollon et Dionysos, c'est lui qui est impliqué dans l'empathie. Vous voyez, là, voilà ce qui se passe quand vous coincez le doigt dans la porte de la voiture. Vous voyez toute cette zone qui va s'allumer dans votre cerveau, la zone du tact. Et cette insula, mais quand vous voyez quelqu'un qui se fait mal, vous avez la même zone qui s'allume aussi. Vous voyez, donc, vous voyez quelqu'un qui se coince le doigt, vous allez ressentir ce qu'il ressent. Ce qui ne veut pas dire que vous allez être triste pour lui. Si c'est un ennemi qui se pince les doigts dans la porte, vous allez être content. Vous voyez, voilà un tableau qui nous montre ça. Vous voyez, le gros garçon, il a la punition parce qu'il a fait une bêtise, ou l'institutrice pense qu'il a fait une bêtise. Vous voyez, il prend des coups sur la main. Mais regardez bien la petite fille qui est derrière. On pense que c'est peut-être elle qui a fait la bêtise. Elle est contente que ce soit le gros garçon qui punit. Vous voyez, elle ressent très bien ce que ressent le garçon, mais ça la fait sourire. Oui. Voilà. Donc, et puis à la fin, donc on finit chez Dionysos, on finit dans ce circuit du plaisir et de la récompense qui nous fait tant de bien, qui nous donne envie de rester en vie, envie de faire quelque chose, et qui sécrète tout un tas de bonnes substances, qui sécrètent. Je vais essayer de pas trop vous en dire, mais la dopamine, vous savez, la dopamine, c'est ce qui est responsable de notre élan vital, c'est ce qui manque chez les parkinsoniens, donc c'est impliqué dans le mouvement, mais en même temps, c'est responsable de notre élan vital, l'envie qu'on a de faire des choses. Ça nous fait sécréter de la morphine endogène, ce qui explique les frissons que vous aurez tout à l'heure en écoutant de la musique, le fait que la musique puisse aussi calmer les douleurs. Ça fait sécréter de la sérotonine qu'on a dans tous les antidépresseurs, de l'ocytocine qui est impliquée dans l'amour, mais aussi dans l'attachement. Vous voyez. Alors quand vous êtes dans une œuvre d'art, vous êtes face à une œuvre d'art, il y a tout ce système qui se met en route. Vous voyez, c'est comme dans la nouvelle de Yourcenar, Wongso, vous savez, le peintre Wongso qui travaille pour un empereur de Chine qui est très méchant. Il sait que l'empereur va lui couper la tête quand il aura fini sa peinture. Et il rentre dans sa peinture et il s'enfuit dans sa peinture. C'est exactement ce qui se passe. On peut appeler ça l'empathie esthétique. C'est que la première fois qu'on a parlé d'empathie, c'était face aux œuvres d'art. Maintenant, on en parle tout le temps, mais au début, c'était une thèse de philosophie, d'esthétisme. Le mot exact en allemand, c'était Leinfühlung, le ressenti de l'intérieur. Donc, c'était le philosophe Robert Vischer, le mode de relation d'un sujet avec une œuvre d'art qui permet d'accéder à son sens. Et puis Maurice Merleau-Ponty, dans sa phénoménologie de la perception, reprend ces idées. Il nous dit donc un roman, un poème, un tableau, un morceau de musique sont des individus, c'est-à-dire des êtres dont on peut distinguer, où l'on ne peut distinguer l'expression de l'exprimer, dont le sens n'est accessible que par un contact direct, qui rayonnent leur signification sans quitter leur place temporelle sociale. Alors, je crois que la seule chose qu'il faut retenir de la phrase de Merleau-Ponty, c'est que notre corps est comparable à une œuvre d'art. Les œuvres d'art sont comparables à des êtres vivants et notre corps est comparable à une œuvre d'art. Nous sommes tous des œuvres d'art. Ça va vous faire plaisir maintenant quand vous allez vous regarder dans la glace. Alors,
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on retrouve en neurosciences quand on est face à une œuvre d'art? Alors, ça a été étudié avec les arts visuels. Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez la Joconde? Maintenant que vous connaissez bien le cerveau, vous ne serez pas surpris de voir que la partie postérieure du cerveau, celle qui est responsable de la vision, va s'allumer. Après, vous allez avoir cette partie responsable du cerveau du plaisir de la récompense qui s'allume. Vous voyez la Joconde, vous êtes content de la voir. Et puis, cette zone plus surprenante qui va s'allumer, cette zone, elle s'allume quand vous êtes face à une entité biologique. Donc, quand vous êtes devant la Joconde, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez réellement devant Mona Lisa. Vous êtes devant quelque chose de vivant. Elle a été peinte il y a 5 siècles, mais quand vous la regardez, elle est toujours là. Vous pouvez parler avec elle. Bon, alors ça nous montre aussi ce côté du système du plaisir-récompense, que quand même tout ce qui est émotion, esthétique, ça nous vient quand même un peu des comportements chez les animaux pour s'accoupler, pour draguer. Il y a l'émotion esthétique, elle vient un peu de la séduction, vous voyez. Alors voilà, cet oiseau qui s'appelle le jardinier de l'Autenbach. Donc c'est un oiseau qui vit en Nouvelle-Zélande. Vous voyez, il n'est pas beau. Alors pour attirer les dames, eh ben, c'est devenu le Michel-Ange dans l'évolution. Il va chercher des baies de couleurs. Il se fait un nid qui est gigantesque. Alors les dames viennent voir son nid. Vous voyez, il prend des couleurs. Et puis il va les séduire par sa danse. Alors, vous voyez, la dame, elle est dans le nid, et puis lui, il est à côté, il va danser, il va imiter des bruits, et puis voilà. Et puis, bon, après, il y a un accouplement, mais en général, la dame ne reste pas, parce que c'est un artiste, il est un peu fou, donc elle s'en va, quoi, c'est pas. Donc, c'est ce Michel-Ange qui a réussi à séduire les dames. Alors, vous me direz, bon, c'est facile devant la Joconde, mais qu'est-ce qui se passe devant une peinture abstraite? Comment notre cerveau va fonctionner? Alors, ça a été étudié par l'équipe de Risolati. Ils ont montré que quand on regarde, par exemple, une toile de Fontana, vous savez, ces toiles avec plein de coups de cutter dedans, eh ben, notre cerveau fonctionne comme si c'était nous qui étions en train de donner les coups de cutter. Vous voyez, donc devant de l'art abstrait, notre cerveau fonctionne comme si on était en train de créer cette œuvre d'art. On refait les gestes de l'artiste, donc on rentre complètement dedans. Et puis, ça a été montré aussi avec les livres. C'est quand vous lisez un livre, eh bien, petit à petit, quand vous avez fini de le lire, les personnages sont dans votre tête. Vous continuez de penser un peu comme eux, de ressentir leurs émotions, de bouger comme eux. Vous l'avez aussi avec le cinéma ou les séries télé. Quand vous avez vu 80 épisodes de Breaking Bad, eh ben, après, vous êtes devenus un peu les personnages de la série télé. Vous allez avoir un peu vous comporter un peu comme eux. Et puis, bon, donc les neurones miroirs, ça a été la grande révolution. Maintenant, l'étoile des neurones miroirs pâlit un petit peu. Et l'étoile montante, si vous voulez, ça va être la théorie de l'esprit. Donc la théorie de l'esprit, c'est la même chose. Quand je me mets dans la tête de quelqu'un d'autre, j'essaie de comprendre ce qu'il me dit. Vous voyez, j'essaie de comprendre ce qu'il pense, etc. Alors jusqu'ici, longtemps, ça a été une théorie. Puis maintenant, les réseaux neuronaux qui expliquent cette théorie ont été découverts. Donc il y en a un sur le côté, par là, dans le lobe temporal, qui nous permet de ressentir tout ce qui est biologique dans quelqu'un qui est en face de nous. Vous voyez comment l'intonation de la voix, les gestes, et c'est tout un tas de petites choses qui nous renseignent sur son état émotionnel. Après, on a notre beau lobe frontal qui agit sur le monde, qui nous dit, en fonction de notre expérience, à quoi la personne doit être en train de penser, ce qu'elle risque de faire. Et puis après, le cerveau des émotions qui fait appel aux émotions qu'on a déjà vécues et qui permet de comprendre les émotions des autres. Vous voyez, donc on revient un petit peu à la même chose. On a un autre support pour expliquer ce qui se passe quand on est devant une œuvre d'art, qui fait appel aussi à notre cerveau dédié à Apollon et à Dionysos. Voilà, ça nous explique pourquoi quand Michel Morgan regarde Jean Gabin, vous voyez, c'est bien qu'on n'ait pas le son, parce qu'elle n'a pas besoin de parler. Vous avez compris ce qu'elle a dit par ses yeux. Elle lui a dit « T'as de beaux yeux, tu sais ». Et elle lui dit « Embrasse-moi ». Vous voyez, mais c'est de la télépathie. Vous aviez compris sans avoir le son. Voilà. Alors, peut-être, si on a encore un petit peu de temps, on peut parler de Mark Rothko, parce que vous avez vu que les patients Alzheimer, ils aimaient bien aussi Mark Rothko, il y avait quelque chose d'intéressant. Alors, Rothko, lui, vous savez, il est né en Lettonie. Quand il était tout petit, il assistait à des pogroms, ça a été quand même l'enfer. Son père est parti aux États-Unis, sur la côte ouest, et lui, à 5 ans, il a traversé les États-Unis en train, avec un panneau sur le thorax, I don't speak English. Ouais, donc il a été rejoindre son père de l'autre côté, donc c'est quand même une enfance très traumatisante. Après, il a beaucoup travaillé pour les enfants. Il enseignait aux enfants à Brooklyn et il disait que les enfants lui ont appris plein de choses. Il leur apprenait la couleur. Il disait que les enfants avaient le sens de la forme. Alors,
Rothko, il allait beaucoup au Metropolitan Museum. Il s'intéressait à l'art grec, à la proportion dorée. Vous savez, vous retrouvez le nombre d'or dans beaucoup de ces rapports, dans ces tableaux. Vous connaissez le nombre d'or, c'est-à-dire que si vous avez une longueur sur une largeur, vous enlevez la largeur de la longueur, ça fait 1,6. Enfin, il y a un rapport comme ça qui est merveilleux, mais qui vient de la nature. Quand les plantes, elles poussent en suivant le nombre d'or, puisqu'il y a le soleil qui va les éclairer à un moment ou à un autre. Alors, figurez-vous que ça intéressait l'équipe de Parme et Risolati. Donc, ils ont montré des statues qui respectaient le nombre d'or, vous voyez, dans les proportions de la statue, et d'autres qui ne le respectaient pas. Et ils ont demandé à des gens qui connaissaient rien en art de dire celles qu'ils aimaient, celles qu'ils trouvaient belles. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la même zone du cerveau qui s'allume. Quand les proportions sont bien respectées, c'est plutôt notre lobe frontal, c'est notre cerveau dédié à Apollon qui s'allume. Et puis, quand il y en a une que vous aimez bien, c'est le système du plaisir de la récompense. Après tout, vous pouvez préférer quelqu'un qui a des grandes jambes plutôt que qui a des jambes proportionnées. Si, dans votre enfance, vous avez des bons souvenirs à quelqu'un qui avait des grandes jambes. Vous voyez, donc, il nous donne la clé, la solution des images qu'on avait au départ, pourquoi il y a des choses qu'on trouve belles mais qu'on n'aime pas, et pourquoi on va aimer des choses que d'autres ne trouvent pas belles. Vous voyez, parce que c'est beau, c'est notre cerveau dédié à Apollon, j'aime, c'est notre cerveau du plaisir et de la récompense, et les deux ne sont pas toujours d'accord. Vous voyez, par exemple, ça nous explique pourquoi vous avez trouvé que cette œuvre de Rubens, elle est belle, mais bon, pas nécessairement l'aimer, parce que ça représente un massacre. Ce jeune homme qui a l'air bien sous tout rapport, je ne sais pas, mesdames, est-ce que vous en voudriez chez vous? Est-ce que vous le voudriez chez vous, quoi? Il est... Voilà. Et puis Rothko, il travaillait en musique. Alors il y en a qui ont fait le lien, il écoutait beaucoup de Mozart, vous savez, donc les trois parties d'un tableau de Rothko, ça peut être interprété comme un concerto de Mozart. Vous voyez que les trois parties, donc ça l'inspirait. Et puis, vous voyez, sur les côtés de ces tableaux, il n'y a pas de bord. Vous voyez, si vous voyez cette image, vous voyez tous un triangle blanc au milieu. Qui est-ce qui ne le voit pas? Vous voyez tous un triangle blanc qui n'existe pas. Il n'a pas de contour. C'est votre cerveau qui crée ce triangle. Vous voyez, notre cerveau, il est fait comme ça. On donne des interprétations à tout ce qu'on voit. Si on voit des étoiles dans le ciel, eh bien, on va créer un zodiaque. Vous voyez, puis une fois qu'on a créé le zodiaque, on va le revoir à chaque coup. Si je vous montre... C'était Brentano qui était le maître de Husserl qui avait décrit ça le premier. Il parlait d'intentionnalité. Vous voyez, ça permet à notre esprit de combler les vides qu'on n'aime pas. On a horreur du vide, donc on va les combler. Voilà. Ici, vous avez peut-être déjà vu cette image. Regardez bien cette image. Est-ce que vous voyez quelque chose à l'intérieur de cette image? Vous avez vu le chien, vous le voyez, le dalmatien, hein? Voilà, donc je vous le fais apparaître. Maintenant que vous l'avez vu, on pourra vous remontrer cette image dans 20 ans, vous le verrez tout de suite. Votre cerveau, il a relié les tâches. On est comme ça, on donne du sens à ce qu'on voit. Alors pour Ramachandran, il pense que ça nous vient de quand on était dans la préhistoire. Vous voyez, ceux qui savaient repérer les tâches d'un jaguar plutôt que celles d'une girafe, ils ont survécu. Les autres, ils ne sont plus là. Donc pour lui, c'est lié à l'évolution, vous voyez. Et puis, c'est vrai que souvent, les choses sont plus belles quand on doit les imaginer, vous voyez. C'est ce que nous dit Paul Klee, l'art ne représente pas le visible, il le rend visible. Et ça nous explique un peu pourquoi, en particulier Michel-Ange, il aimait bien ne pas terminer ses sculptures. Ce n'était pas de la paresse, mais ça laissait un travail à faire au spectateur. L'œuvre est ouverte, vous pouvez imaginer, la finir dans votre esprit. Ça explique pourquoi, vous savez, les photos d'Andras Gursky, où tout est précis, où vous ne pouvez pas imaginer, il n'y a rien à imaginer, on vous donne tout, quoi. Donc, Aristote nous disait l'art complète, ce que la nature ne peut terminer. Schopenhauer disait quelque chose, la chose ultime doit être laissée à faire à l'esprit. On avait Sacha Sosno à Nice qui a bâti toute sa théorie sur l'oblitération. Vous voyez le cheval, vous le voyez entier. Pourtant, il n'y a que la tête et la croupe qui sont représentées. Alors, ça fait penser aussi à Monet. Vous voyez, Monet, quand il fait ses nymphéas, on est un petit peu dans le flou. Quand j'étais étudiant en médecine, quelqu'un m'avait dit Monet a peint les nymphéas parce qu'il avait la cataracte. C'est un ophtalmo qui m'avait dit ça. Il y a des ophtalmos dans la salle. Il m'avait dit, voilà, il a peint les nymphéas parce qu'il avait la cataracte. Et moi, je l'ai cru pendant 20 ans. Je veux dire, c'est pas effectivement, il a la cataracte, mais il n'a pas peint les nymphéas parce qu'il a la cataracte. Sa cataracte lui a donné l'idée de peindre les nymphéas et d'aller progressivement vers l'abstraction. Il a inventé l'abstraction. Et Clémenceau s'en était bien rendu compte quand il a offert l'orangerie à
quand il lui a offert l'orangerie pour qu'il puisse faire ses nymphéas sur 2 salles, voilà ce que ça donne. Vous voyez, on va tout doucement vers l'abstraction. Transporté le long des murs, enveloppant toutes les parois de son unité, il aurait procuré l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage. Vous voyez, vous continuez toutes ces nymphéas, puis vous savez que ces 2 salles des nymphéas, quand vous les voyez du dessus, eh ben, ça fait le signe de l'infini, quoi. C'est pas pour rien, quoi. Et puis vous arrivez à l'abstraction, tu vois, à la fin, vous arrivez quasiment à un Rothko, vous voyez. Il nous fallait dans un autre endroit. Donc, on avait le non finito chez Michel-Ange, l'infini chez Monet, le serpent qui se mord la queue, l'art qui tout qui se recommence, l'éternel retour pour Nietzsche. Là aussi, vous avez donc pour le Caravage, quand il fait un autoportrait en méduse, eh ben, si vous fixez le regard de la méduse, vous êtes médusé, vous êtes pétrifié. Donc c'était risqué ce qu'il faisait. Bon, aujourd'hui, il n'est plus là, le Caravage, mais son œuvre est toujours là. Et ça fait penser aussi à Proust. Vous savez, Proust, quand il décrit le petit pan de mur jaune dans la toile de Vermeer, vous le voyez, le petit pan de mur jaune, il est là, tout en A. Vous voyez, en fait, il n'est pas jaune, c'est le reflet du soleil sur un toit, vous voyez. Et vous savez que son héros, c'est Bergotte, c'est ça. Il meurt en regardant ce petit pan de mur jaune, quoi. Il regarde, c'est l'absolu, donc il fait un malaise. Proust lui-même avait fait un malaise en regardant une toile de Vermeer. Et quand Proust meurt, au dernier moment, il demande à sa gouvernante de modifier un petit peu cette mort de Bergotte, comme si c'était lui qui voulait rentrer dans son œuvre d'art pour l'éternité. Voilà ce qu'il nous dit dans Le Temps retrouvé. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et d'autant qu'il y a d'artistes originaux, et bien des siècles après que s'est éteint le foyer dont ils émanaient, qui s'appela Rembrandt ou Vermeer, et nous avons encore leur rayon spécial. C'est-à-dire, c'est peut-être ce qu'il faut retenir de toute cette conférence, face à une œuvre d'art, qu'elle soit visuelle ou tout à l'heure musicale, on va lui chercher des intentions, on se comporte face à elle comme si c'était un être vivant. Tout à l'heure, vous allez entendre la musique, elle va vous parler, elle va vous dire des choses. Donc, ce sont des artefacts qui peuvent avoir plus de 5 siècles, mais ils sont toujours là. Rembrandt, il rayonne encore quand on regarde un tableau de Rembrandt. Alors, un qui avait compris peut-être ça, c'était Freud. Vous savez que Freud, il était quand même fou d'archéologie, enfin, à la fois l'archéologie au sens réel et puis au sens psychologique. Et vous savez qu'il a échappé de peu au four crématoire. Il a été sauvé au dernier moment, il a pu émigrer en Angleterre. Vous savez que c'était un grand fumeur, qu'il est mort d'un cancer des fumeurs, du larynx. Eh bien, il a demandé à être incinéré et à ce que ses cendres soient déposées dans un vase grec, dans une œuvre d'art de l'époque de Platon, d'Empédocle, vous voyez. Donc, pour l'éternité, il est à l'intérieur d'une œuvre d'art, c'est une belle fin. Peut-être qu'il espère, peut-être. Il paraît qu'on l'a volé, le cratère. On ne sait plus trop où il est. Alors, j'espère que sur ce cratère grec, il y a ces mots de John Keats, la beauté, vérité, la vérité, beauté, c'est tout ce que l'on sait sur Terre, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et dans ce contexte, je n'ai plus rien à vous dire et je vous remercie pour votre écoute. Très bien. Merci beaucoup pour cette conférence très cultivée. On a du temps pour des questions, si vous voulez. On peut vous passer le micro. Je vais le nettoyer avant chaque personne. Merci pour cet exposé très intéressant. Alors moi, j'ai une question un petit peu naïve. La façon dont vous avez présenté la perception de la beauté, on a l'impression que ça repose essentiellement sur de l'acquis. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage personnel, culturel, pour savoir où on met le niveau de beauté, quelque part, avec, j'imagine, aussi une dépendance forte. Par exemple, différents peuples ne vont pas avoir les mêmes références de beauté. Est-ce qu'on sait quelle est la part d'inné dans la perception de la beauté, par rapport à tout ce qui est acquis au long de la vie? Si on s'en tient à William Hogarth, c'est juste la ligne serpentine qu'on retrouve de partout. Donc, mais c'est peut-être déjà de l'acquis, puisque si on bénéficie du sein maternel, on a une ligne serpentine dès les origines, qui va nous aider toute notre vie. Après, la partie Apollon, c'est la partie sens des proportions, mais
Ça, il y a des choses qui nous sont données par la nature et des choses qui nous sont données par ce qu'on nous a présenté. Et l'autre partie, la partie Dionysos, la partie émotionnelle, c'est quand même notre histoire, ce qui est conscient ou inconscient, des choses qui n'ont plus dans notre vie. Vous voyez, c'est pas. Donc, je crois qu'on peut pas aller plus loin. Alors, si on reste dans la science, hein, après on peut aller dans les mythes fondateurs, où là il y a souvent la musique, il y a quelque chose comme ça. Pour les hindous, les Tibétains, c'est vraiment la musique, le Om, vous savez, le fameux Om, ce son qui aurait créé l'univers, qui finalement aurait donné toute la philosophie indienne, et puis après sera arrivé au livre, au Mahabharata, etc., où on peut enfin comprendre quelque chose. Seuls les grands philosophes arrivent à remonter plus haut. Mais là, on est dans les croyances et plus dans les connaissances. Moi, je peux vous apporter que je n'irai pas plus loin que les connaissances. Bonjour et merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Moi, j'ai une question par rapport à Alzheimer. Les œuvres que vous avez présentées, que les patients Alzheimer préfèrent, au final, on ne sait pas vraiment si ça prévient d'Alzheimer, si c'est un signe d'Alzheimer. Personnellement, moi, c'est celle que j'ai préférée, les œuvres aussi. Qu'est-ce que je dois en conclure Alors, eh ben, c'est bon signe. Vous avez mis le fait que vous intéressiez à l'art, c'est déjà une très bonne chose. Parce que sur la maladie d'Alzheimer, à l'heure actuelle, les seules choses qu'on sache réellement pour la prévenir, c'est que si on a une vie culturelle et sociale bien remplie, on ne va pas l'éviter, mais elle arrivera plus tard. Oui, on va se créer une réserve. Aujourd'hui, en venant à cette conférence, vous allez écouter de la musique après, vous retardez l'apparition de la maladie d'Alzheimer si elle doit arriver un jour. Vous voyez, donc c'est la seule chose qu'on sache. Le reste, après, pour le moment, à ma connaissance, il n'y a pas eu de grand scoop, quoi. Mais ça, c'est déjà bien, c'est encourageant. Il ne faut pas rester chez soi ou alors suivre des conférences en ligne, mais vie sociale et vie culturelle active égale, là on en est sûr, c'est sur des centaines, des milliers de personnes, l'étude, l'Alzheimer est retardé. Il y a 3 jours, je crois, ou 2 jours, il y a une œuvre, une sculpture invisible qui a été vendue, je ne sais pas si vous êtes au courant, aux enchères, près de 15 000 €. Elle n'existe pas en fait. Et elle a été vendue et c'est un artiste italien, Salvatore, je ne sais plus son nom. Et en fait, il a demandé à ce que la sculpture soit... Il avait des conditions très particulières, soit mise au centre d'une salle, entourée d'un sparadrap d'1,50 m. Ah ben, il a vendu le concept et c'est l'œuvre ouverte au maximum. Là, ça, chacun peut projeter. Bon, le prix est quand même assez élevé pour un concept, mais bon, c'est amusant. Comme vous parliez de l'abstraction, ça m'a fait penser justement à cette fameuse sculpture invisible. Il a poussé au maximum le concept. Hein, c'est pas chacun pourra imaginer ce qu'il veut, mais enfin bon, c'est quand même bien qu'il y ait une petite amorce pour pouvoir la compléter. Oui, Pierre Bodin me pose cette question pour avoir le plaisir de te saluer, le plaisir de te retrouver un peu. Je te parle de... Tu n'as pas évoqué énormément l'esthétique musicale. Est-ce que dans ce domaine, ce clivage, en tout cas l'instantanéité avec laquelle on distingue ce qu'on aime de ce qu'on trouve beau, est-ce que dans le domaine en particulier de la musique, l'un ne converge pas vers l'autre? Et qu'au décours d'un concert, autant on est dans l'expérience de ça doit être beau, puisqu'on m'en a parlé, puisque j'ai entendu parler de Mozart ou de Chopin. Et peu à peu, c'est cette familiarisation avec l'œuvre, cette écoute, qui peu à peu nous fait retrouver des liens avec ce qu'on aime et dans lequel on s'implique. Est-ce que tu ne crois pas qu'il peut y avoir justement dans cette navette entre l'esthétique apollinienne et puis le plaisir de dévorer quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas dans l'expérience de l'œuvre d'art musicale la preuve de ces liens et de cette interaction? Si, tu as tout à fait raison. Il y a quelqu'un actuellement, il s'appelle, je crois, Marion Guillem, à l'école normale sup qui travaille là-dessus. Il montre, par exemple, si j'ai bien compris ta question, il nous montre, par exemple, nous, si on va écouter de la musique chinoise, on n'y connaît rien. Donc,
on va pas rentrer dedans, on va avoir tendance à... Donc il a trouvé des gens qui ont accepté de participer à son expérience. Donc il leur fait écouter de la musique chinoise 2 heures par jour pendant 7-8 jours. Et bien au bout de 8 jours, il y a des connexions qui se sont faites, ils ont commencé à la comprendre et à l'apprécier. Donc il y a moyen ça a été démontré à Dijon, par exemple, quelqu'un qui n'est pas habitué à écouter de la musique, on va lui faire écouter du Bach, eh ben, s'il écoute, au bout d'un moment, son cerveau va se former, il va voir les thèmes qui vont s'entrelacer petit à petit, son cerveau va être sculpté et il va prendre plaisir à ce qu'il n'aurait pas trouvé avant. Donc c'est pareil, il y a des choses. Alors il y a des choses qu'on aime et il y a des choses qu'on va apprendre. Vous voyez, à Vienne, quand ils ont la nouvelle il y a souvent des concerts, ils appellent ça des concerts sandwich, c'est-à-dire ils mettent un peu du Mozart, du Beethoven, et puis au milieu, une œuvre contemporaine pour que les gens ne se sauvent pas, et puis qu'ils écoutent, et petit à petit, qu'ils apprennent des nouvelles connexions, qu'ils apprennent d'autres choses. Donc il y a ce côté culturel qu'on va pouvoir apprendre, et puis ce côté dionysiaque, il y a des choses qu'on a dans la nature. Les harmoniques naturelles, elles sont dans la nature. On sait très bien, c'est ça. Enfin, si on remonte à Pythagore, il y a une corde qui nous fait le do, on la pince au milieu, elle va nous faire un sol. Bon, l'accord do mi sol, c'est un accord, un rapport, disons, d'harmonie qui se trouve dans la nature. Donc obligatoirement, il nous attire. On le trouve bien parce qu'on, d'une façon ou d'une autre, notre cerveau inconsciemment, il y est habitué. Quoi, quand ça a été découvert, ça fait plaisir à beaucoup de musiciens. Il y en avait, vous voyez, qui justifiaient, par exemple, pour la Trinité, la Trinité, 3 personnes en un, ben, si je joue demi-sol, je fais qu'un accord, et il y a 3 notes. Donc quand ça a été prouvé par les théories d'acoustique, ils étaient aux anges. C'était la preuve de ce qu'ils pensaient. Quoi, ça. Oui, bonjour. Je voudrais un petit peu revenir sur une question qui vous a été posée précédemment par une des personnes dans l'audience concernant la beauté, mais au niveau de l'initial, puisque monsieur demandait entre l'inné et l'acquis, où on pouvait savoir par rapport aux neurosciences. Alors on a parlé des gens d'Alzheimer, mais je voulais savoir si on avait fait des tests sur le beau au niveau des bébés. Il me semblait que ça avait été fait. On avait présenté à des bébés des visages qui étaient à la fois très aquilins et des visages qui étaient très très vilains. Et on s'était étrangement rendu compte que les bébés souriaient aux visages qui étaient beaux et esthétiques, on va dire équilibrés au niveau des traits, et qu'à l'inverse, sur les visages très très déformés, les bébés se mettaient à pleurer. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il y avait des études qui avaient été faites sur les bébés pour savoir justement si, par des prédispositions génétiques et bien sûr qui nous sont données par le cerveau, on avait déjà justement au niveau des descendances de ce qui nous est arrivé depuis la nuit des temps. Parce que quand on voit justement les œuvres d'art préhistoriques, on se rend compte que dès le départ, même avant l'écriture, l'homme avait le beau dans le regard. Et donc je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui avait été exploré un petit peu dans ce domaine-là au niveau des enfants. C'est-à-dire vraiment dès les premiers sages pour savoir comment ils pouvaient réagir à quelque chose qui était équilibré, on va dire esthétique. Et là encore, c'est très vaste parce que nous avons tous des codes d'esthétisme qui sont différents. Et voilà, donc c'était la question pour savoir comment on a parlé des Alzheimer plutôt sur les enfants. Alors, pour ce qui est des arts visuels, je m'en tiens à ce que disait Rothko, quoi, il était surpris de voir que les enfants qu'il enseignait avaient le sens de la forme. Donc ils avaient le sens inné de la forme, donc il leur apprenait la couleur. Pour ce qui est des nourrissons, des bébés même intra-utéraux, on a toute une littérature qui est sortie avec la musique. Donc là, la musique, ça a bien été démontré, même intra-utéro, même les tout premières semaines de la vie, déjà un petit intérêt pour la musique consonante. Ça arrive bien avant le langage, quoi. La plus belle expérimentation à voir, qui a été réalisée, c'était l'Institut Marquès à Barcelone. Vous savez, c'est un institut où ils promettent des enfants, ils font beaucoup de fécondation in vitro, vous voyez, c'est pas. Donc ils passent du Mozart in utero, mais très tôt, quelques semaines de vie, et on voit le fœtus qui va ouvrir la bouche. Alors pourquoi il ouvre la bouche? On a l'impression qu'il se met à chanter dès qu'il entend du Mozart, quoi. Donc alors c'est simplement c'est des images, mais elles sont magnifiques. Après, il faut chercher à les interpréter. Mais donc, il y a vraiment une réaction qui se fait dès le début, quoi, très vite, quoi. Ils vont même très loin parce qu'ils disent que leur fécondation in vitro, elle marche mieux avec du Barry White. Alors, bon, il y aura une explication à la voix grave qui agitera un peu l'éprouvette, mais enfin, il y a une explication physique là. Bonjour, je suis ici.
Bonjour, voilà. Je reviens sur la première question que vous avez posée à l'audience, c'est-à-dire la mémoire d'une belle chose. Et si vous m'aviez posé la question, je vous aurais dit mes 2 filles. Et je suis une biologiste et j'aimerais savoir si on sait pourquoi on trouve toujours nos enfants beaux, très beaux. Voilà. Oui, quels sont les mécanismes biologiques qui sont derrière ça? Parce qu'ils nous ressemblent. C'est pas... Ah, je pense parce que c'est un peu nous. Vous voyez, on va trouver une œuvre d'art belle parce que on se voit dedans, dans le miroir qu'elle peut représenter. Donc c'est ça. Bon, puis je pense qu'il y a aussi un côté darwinien. On les trouve beaux, c'est pour ça on va les protéger. Et ils vont nous remplacer. Donc là, votre question est superbe. On pourrait écrire un livre dessus, quoi. Il y a des raisons psychologiques, des raisons darwiniennes, des raisons esthétiques. Il y a plein de choses qui jouent, mais en fait, la nature est bien faite. Hein. Tout est fait pour qu'on trouve nos enfants beaux et en général, hein, et qu'on ait envie de les protéger, qu'on en soit fier. Mais quelque part, c'est un peu nous. Il y a un petit côté égoïste, quoi. Donc vous voulez dire qu'il y a des études scientifiques qui ont démontré ces réponses que vous donnez? Non, c'est des pistes. Je n'ai pas d'article en tête, mais bon, je pense que si on creuse un peu, on doit en trouver. Mais c'est une chose qui est merveilleuse. Si on ne les trouvait pas beaux, vous imaginez, on ne serait pas nombreux ici hein, aujourd'hui. Si nos parents ne nous avaient pas trouvés beaux... Oui, bonsoir, merci pour cette présentation. Beaucoup de musiciens ont composé des œuvres alors qu'ils étaient sourds. Je pense à Beethoven, par exemple. Là, aujourd'hui, même on se pose la question, est-ce qu'il était réellement sourd? Alors ma question, c'est comment réagit le cerveau lorsque vous êtes sourd et vous composez des œuvres aussi émouvantes? Alors, merci pour votre question, parce que là, j'ai vraiment une réponse. Ça a été publié, etc. Donc, quand on imagine une musique, notre cerveau fonctionne comme si on l'entendait réellement. C'est-à-dire que quand Beethoven imagine la 9e symphonie, il l'entend. Il l'entend même mieux parce qu'il n'est pas dérangé par les bruits extérieurs. Donc d'ailleurs, il va beaucoup plus loin dans ses dernières œuvres. Quand il est complètement sourd, il devient nettement meilleur. Mais il l'entend bien. Alors il y a toujours des disputes entre des musiciens qui disent mais dans ce concerto, enfin dans cette sonate, il s'est trompé, faut pas jouer ce qu'il y a d'écrit, il faut faire autre chose. Non, il faut jouer ce qu'il y a d'écrit. S'il l'a fait comme ça, c'est qu'il l'entendait parfaitement dans sa tête, quoi. La seule chose qui disparaissent quand on étudie le cerveau de quelqu'un qui imagine entendre une musique et quand il l'entend réellement, c'est qu'il n'y a plus le côté auditif, puisque ça vient de l'intérieur. Donc l'audition pure, elle disparaît. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on imagine entendre une musique, on a encore les effets de surprise. Vous savez que ce qui fait le plaisir en musique, c'est on entend quelques notes, on imagine ce qui va arriver, et puis le compositeur, il joue avec ce qu'on imagine entendre. C'est pareil dans les berceuses maternelles. La maman, elle répète, alors ça fait plaisir, mais enfin, si elle répète tout le temps, ça finit par être lassant, puis elle module, alors là, on se réveille. Donc, si le compositeur nous donne l'accord qu'on entend, on est content, mais s'il fait ça tout le temps, on en a assez, donc il va moduler, il va imaginer autre chose, ça nous réveille, on est content, il y a l'effet de surprise, vous voyez. Et quand on imagine une musique qu'on a en tête, on a quand même, bien qu'on l'imagine à l'intérieur de nous, il y a quand même encore cet effet de surprise. On arrive à se surprendre en écoutant une musique. Alors ça, c'est superbe. Il y a des travaux qui sont faits beaucoup en ce moment. C'est cette petite voix qu'on a à l'intérieur, qu'on appelle ça la pensée. Mais quand on pense, si on enregistre notre cerveau, on a le système, la théorie de l'esprit qui se met en route. C'est-à-dire que quand on pense dans notre tête, on dialogue avec nous-mêmes. Vous voyez, on se dit, tiens, qu'est-ce que je vais dire? Ça, c'est magnifique, quoi. C'est pas... On est meilleur. C'est pour ça que Socrate pensait à son démon. Il parlait toujours de son démon, il parlait avec son démon, mais on l'a dans notre tête. Quand on parle dans notre tête, quand on pense avec nous-mêmes. C'est pas ce qui est formidable. D'autres questions? Moi, j'avais une question peut-être à vous poser sur... donc vous avez montré les réseaux de neurones qui s'activent, vous parlez de la théorie de l'esprit. Est-ce qu'il existerait une sorte d'art majeur dans lequel ces réseaux sont plus activés que pour d'autres formes d'art? Ah, je vois venir. Disons, ce qui a été le plus étudié,
c'est la musique. C'est la musique. Bon, alors on dit toujours que la musique, c'est la mère de tous les arts, enfin, etc. Mais enfin, il se trouve qu'il y a 10 fois plus d'articles avec la musique qui sortent qu'avec les autres formes d'art. Alors, bon, c'est peut-être... Ça peut aller très loin, puisque vous voyez, on est sensible à la musique, même dans le ventre maternel, alors qu'on ne peut pas encore voir la Joconde quand on est dans le ventre maternel. Donc c'est peut-être la première des choses. On chante avant de parler. Quand on a un Alzheimer, on comprend encore la musique, on peut encore avoir des émotions. Donc on a l'impression qu'elle nous suit quand même du début à la fin, quoi. Même si on va aller loin, on a l'impression qu'elle était là avant nous et qu'elle serait là après nous. Enfin, le monde n'est que vibratoire, donc on peut aller plus loin. On peut dire qu'on est simplement de la musique incarnée, si on veut y aller. C'est ce que pensait Schopenhauer. Donc on dit souvent que l'être humain est un être visuel, mais il serait surtout avant tout auditif. Peut-être tout ça de la musique incarnée, ce serait bien. Enfin, on en aura la preuve tout à l'heure. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois pas. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai la lumière dans les yeux. Oui, c'est une question avec un peu d'humour. Je voulais juste savoir, est-ce que votre T-shirt représente une œuvre d'art? Quelle est l'inspiration? Ah, voilà. L'inspiration, c'est que j'ai horreur des cravates, j'en ai jamais mis. Et un jour, j'ai vu que le commandant Cousteau avait réussi à passer toute son existence sans mettre de cravate. Donc je trouve quelque chose qui peut être présentable et qui n'inclut pas la cravate. Donc moi, c'est joli. Enfin, c'est un peu, c'est amusant. Vous êtes brillant. C'est gentil. Merci. Très bien. Merci beaucoup pour cette question et cette transition vers... Maintenant, un concert que va nous donner la Casharmonie. Je voudrais déjà auparavant applaudir le professeur Lemarquis. Docteur. Docteur Lemarquis, oui. Docteur Lemarquis. Pour cette conférence, on va laisser quelques minutes aux musiciens pour s'installer et on va pouvoir commencer le concert.